Bon, à propos de la guerre qui viennent contre la Russie, nous écoutons les géopolitologues, les géostratèges sur les télévisions, etc. Nous nous offusquons parfois de ce titre que certains s'affublent parce que quand nous écoutons leurs analyses, même certains généraux, on se demande où ils ont appris cette géostratégie et où ils ont mené les études de géopolitologue. Mais comme il est dit, l'intelligence a été répandue par le Créateur. Alors moi aussi, je veux faire une analyse. Voyez-vous, en réalité, la guerre même a commencé d'abord en Ukraine, entre des Ukrainiens. Oui, la guerre a d'abord commencé en Ukraine, entre des Ukrainiens. Parce que depuis l'éclatement de l'Union des républiques socialistes soviétiques et la création de différentes républiques en Ukraine, on a vu qu'il y avait deux camps qui avaient des perspectives différentes. Ceux qui sont beaucoup plus à l'ouest voulaient se rattacher à l'Union européenne. Et ceux qui sont beaucoup plus à l'ouest, dans l'histoire, certains ont fait partie de l'Empire austro-hongrois. Certains ont des ancêtres polonais. Il y en a qui ont des ancêtres magyars, c'est-à-dire hongrois. Vous voyez. Il y en a aussi qui sont d'origine roumaine. Mais beaucoup plus à l'est, ce sont vraiment des populations d'Ukraine qui se savent russes, dont la culture est russe. Et eux, ils voulaient qu'ils gardent ces anciens contacts, comme dans le cadre de l'URSS, avec la Russie. Et c'est ça. Et on a vu d'abord des présidents proches de l'idée du rattachement à l'Union européenne mener une politique de brimade contre les russophones. Vous voyez, pour ne pas dire contre les russophiles. C'est cela. Et quand il y a eu l'élection de Viktor Yanukovych, qui lui voulait plutôt le rattachement, enfin, une plus grande coopération avec la Russie, mais il y a eu un coup d'État. C'est le coup d'État dit de Maïdan. Et on a vu Nuland, une officielle américaine qui est carrément venue en Ukraine, venue distribuer du petit pain à ceux qui manifestaient dans la rue contre le pouvoir de Viktor Yanukovych. Et c'est comme ça que le pouvoir de Viktor Yanukovych est tombé. D'ailleurs, on sait que la CIA était parmi les manifestants, était dans les manifestants qui ont reçu des dollars, rubis sur ongle. Vous comprenez? C'est ça qui a été le problème. Et puis, il y a eu notamment les événements qui se sont passés dans cette ville-là, où, justement, c'était dans la maison des syndicats, où il y a eu des massacres. Des pro-russes ont été tués, balancés du deuxième ou du troisième étage de ce bâtiment des syndicats. Vous voyez? Il y a eu ce massacre-là. C'était à Odessa. Voilà. C'était en Odessa. Une région de l'Ukraine. Et puis maintenant, quand le gouvernement de Viktor Yanukovych est tombé, ben, ceux qui lui ont succédé, mais eux, ils ont commencé à bombarder la région du Donbass, où justement se trouvait la région qui est à l'est, où il y avait ceux qui étaient vraiment de culture russe. Ils ont commencé à les bombarder systématiquement. C'est-à-dire qu'ils bombardaient la population civile. Parce que les gens veulent faire croire que c'est l'intervention de la Russie dans la guerre, c'est là qu'a commencé la guerre. Or, ce n'est pas là qu'a commencé la guerre. Non. Vous voyez. Ils ont commencé à bombarder
les villes du Donbass, les régions du Donbass, indistinctement en tuant les civils, comme on l'a vu dans le cas de la maison des syndicats. Hein? Vous comprenez? Et ça, vraiment, la Russie observait cela avec beaucoup de colère. Parce qu'on voyait bien que les dirigeants ukrainiens, pro-occidentaux, tuaient des civils. C'est un crime contre l'humanité. Et dans leurs unités militaires, il y avait des gens qui étaient carrément des nazis. Pour ne pas dire des néo-nazis. On se souvient de Bandera, qui pendant la Seconde Guerre mondiale dirigeait des unités ukrainiennes qui combattaient auprès des troupes nazies. Et même des SS. Vous comprenez? Donc c'est ça qui a fait problème. Et quand il y a eu les discussions de Minsk en Biélorussie pour trouver une solution, l'accord a été signé. Il était question de donner une large autonomie aux populations russophones de l'Est. Mais on sait que dans ces accords de Minsk, le président français Hollande et la chancelière Merkel d'Allemagne se sont portés garants de cet accord-là qui devait être appliqué. Mais après, on a vu les Occidentaux, l'OTAN, etc., ils ont refusé d'appliquer cet accord, de faire appliquer cet accord parce qu'eux-mêmes, ils avaient commencé déjà à investir beaucoup d'argent en Ukraine. Oui, acheter des terres, etc. Créer des laboratoires. D'ailleurs, on a vu la Russie, quand la Russie occupait certaines de ces régions-là, mettre la main sur ces laboratoires-là et prouver que c'était des laboratoires qui étaient là pour créer des armes chimiques. Vous voyez? Des armes chimiques. Ils ont posé le problème à l'ONU. Mais ça n'a jamais marché puisque les autres ont mis leur veto. Comme on a vu quand le Mali a voulu porter plainte et montrer en quoi que la France est impliquée dans le terrorisme au Sahel, ils ont mis leur veto. Donc, quand on veut empêcher la vérité de poindre, mais la crise persiste, c'est comme ça. Et donc, comme ils ont tout fait, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a piégé Hollande, en faisant croire que, bon, il était favorable aux idées de Hollande, etc. Et c'est là que Hollande a avoué que, en fait, les accords de Minsk, s'ils les ont fait signer, c'était juste pour permettre à l'Ukraine de s'armer comme il faut contre la Russie. C'est ça. On a vu Boris Johnson, parce que celui qui est là, Zelensky, quand il a battu sa campagne, c'était pour que on applique les accords de Minsk et que la paix revienne. Mais Boris Yeltsin est venu dire non, 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 tu ne feras pas ça, tu ne vas pas appliquer ces accords-là. Nous, on va te donner le moyen de combattre la Russie. Mais tout ça, c'est dans l'idée globale de ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, où ils veulent dominer, ils veulent relancer leur domination sur toute la Terre. Parce qu'ils se rendent compte que cette domination, maintenant, est fragilisée. La Russie est une grande puissance militaire, la Chine est une grande puissance économique, sans compter des pays maintenant qui sont devenus solides comme l'Iran, la Turquie, comme l'Indonésie, la Malaisie, etc., qui sont devenus des puissances économiques, l'Inde, etc., qui sont devenus des puissances économiques. Ils veulent relancer cette domination-là pour créer un gouvernement unique, vous voyez, avec une spiritualité unique, donc coiffé par Lucifer. Ça vous semble bizarre, mais c'est les faits. Au plan spirituel, c'est les faits. Maintenant, quand ils ont lancé cette guerre en Ukraine, d'abord, cette guerre se fait sur le crédit pour les Occidentaux. Parce que le complexe militaro-industriel des États-Unis, les armes qu'ils fournissent à l'armée ukrainienne, mais ça doit être remboursé. Donc, ce sont des privés qui fournissent les armes. Ce n'est pas l'État américain qui fournit les armes. Ces privés-là, quand ils fournissent les armes, mais il faut pouvoir rembourser, il faut pouvoir payer. Or, ils en ont fourni beaucoup. Et avec le temps, aujourd'hui, on en est peut-être à 2 ans que cette guerre dure, mais les Ukrainiens ont perdu près de 500 000 hommes. Je dis bien 500 000 hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont réduits à faire quoi? À prendre des jeunes hommes de 15 ans, 16 ans, des personnes âgées de plus de 60 ans, etc., pour aller au front. Des gens qui ne sont même pas des professionnels de la guerre. Ils les envoient aller être de la chair à canon. Et les prétendus pays droits de l'homme comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., ils ne disent rien. Mais comment on peut envoyer des adolescents
de 15 ans, hein, aller faire la guerre. Alors que quand une fille, on a des rapports avec une fille de 16 ans, on dit, ah, mais ça, c'est de la pédophilie. Mais il faut, vraiment, ces gens-là, ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Vous comprenez? Ils ne sont pas logiques. Et donc, aujourd'hui, l'armée ukrainienne a du mal à mobiliser. Et puis, les armes qu'on leur donne, que ce soit les chars, etc., les missiles, etc., ce sont des armes qui sont au plan électronique assez compliquées. Donc, ils ont du mal, en fait, à les utiliser. Ils les utilisent mal. Les Ukrainiens les utilisent mal. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine faisait partie de la République, faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, où là-bas, les armes sont assez simples, mais efficaces. C'est comme l'AK-47, ce qu'on appelle Kalachnikov. C'est une arme qui est simple, mais efficace. Alors que les armes des Européens, en fait, des gens de l'OTAN, ce sont des armes qui sont trop électroniques et qui sont difficiles à manipuler. Mais imaginez les F-16, etc., hein? Les chars Tigre, etc. Les Ukrainiens ont du mal à utiliser. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant qu'ils ont perdu près de 500 000 hommes, maintenant, ce sont des mercenaires des pays de l'OTAN maintenant qui viennent sur le terrain. Ce sont des mercenaires. Ces mercenaires-là viennent d'où? Ce sont les mercenaires qui appartiennent aux sociétés, aux armées privées, comme Aegis en Angleterre, comme la Légion française, la Légion étrangère française, comme Academy aux États-Unis, comme Blackwater aux États-Unis, etc. Donc ce sont des mercenaires maintenant qui viennent. Et ces mercenaires-là, plus ils sont des pays de l'Occident, et ils savent utiliser ces armes de l'Occident, ils savent les utiliser. Voilà, ils savent les utiliser. Et c'est ce qui a permis, disons, à l'Ukraine de faire quelques percées. Donc, en réalité, dans les faits, aujourd'hui, c'est l'OTAN qui combat la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine parce que les soldats ukrainiens qui restent ne sont pas nombreux. Maintenant, devant l'avancée plutôt de l'armée russe, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Cette percée qu'on a appelée la percée militaire de Koursk, dans l'oblast de Koursk. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore mobilisé des milliers de gens cette fois-ci pour faire cette percée-là dans la région de Koursk. Quel était leur objectif? Leur objectif, c'était de s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk pour pouvoir faire pression sur la Russie et pouvoir faire du chantage. Mais vous savez que la Russie ne recule pas devant le terrorisme. Pendant cette percée-là, ils tuaient systématiquement les civils. Hein. Les civils qui étaient dans des voitures ordinaires, ils les tiraient dessus. Ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime de guerre. Hein? Vous êtes des soldats, vous n'avez pas le droit de tirer sur des civils. Or, c'est ce qui s'est passé dans cette percée de Koursk. Mais ils ont fait la percée. Mais quand on fait une percée militaire, c'est à cause qu'ils me demandent, les généraux qui viennent parler sur les chaînes mainstream de l'Europe, là, de l'Occident, si vraiment ce sont des généraux. J'ai vu quelqu'un les traiter d'imbéciles. Bon, imbécile, ça veut dire manquer d'intelligence. Moi, je ne le ferai pas ici. Mais, quand on fait une percée, il faut quoi? Il faut un soutien en arrière. Il faut un soutien en arrière pour que la percée continue et ait un effet. Mais il n'avait pas eu de soutien. Il n'avait pas eu un soutien en arrière. Ni un soutien aérien, ni un soutien terrestre, etc. Rien. Donc, quand ils ont fait les percées, ils étaient des milliers. Mais, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie n'a eu qu'à boucler leur arrière. Hein? Et puis maintenant, en avant maintenant, mobiliser des troupes maintenant pour les bombarder. Ils n'ont pas pu atteindre la centrale nucléaire de Koursk qui était en fait leur objectif. Ils se disaient que s'ils atteignaient cette centrale nucléaire de Koursk, ils pourraient vraiment porter un coup fatal à la Russie. Mais d'abord, ils n'ont pas pu prendre la centrale nucléaire. Ils ont été barrés par derrière. Et puis maintenant, en avant, la Russie les a bombardés. Ils étaient à un moment obligés maintenant de créer des tranchées, de faire des tranchées pour s'y réfugier. Mais vous devez vous réfugier pendant combien de temps? Hein? Les Russes, là, avec leur missile Kinjal, là, hein, qui va jusqu'à je ne sais pas combien de mètres sous terre, là. Mais ça a été un massacre. Ces troupes qui ont été décimées. Il y a certaines même qui ont hissé le drapeau blanc pour dire que non, bon, nous on ne veut plus continuer le débat. C'est ce qui s'est passé à Koursk. C'est ce qui s'est passé à Koursk. Tout ce qu'on entend encore aujourd'hui, les médias mainstream disent et faire croire que l'avancée de Koursk continue, etc. Non, ce sont des fadaises.
la vérité est têtue. Non. Ça a totalement échoué. Or, là, ça a été une sorte de barreau d'honneur où ils ont pu mobiliser encore des milliers de soldats. Parce qu'en général, c'était des mercenaires. Des mercenaires américains, des mercenaires anglais, des mercenaires allemands, des mercenaires polonais, des mercenaires français, etc. Hein? Donc, comme ce sont des mercenaires, bon, alors ces États-là, eux, ils n'ont pas de problème parce que le mercenaire, lui, il combat pour de l'argent. Voilà. On ne sait même pas s'il a une famille. Mais quand c'est des soldats ordinaires, ils ont leur famille. Et en France, les soldats ordinaires, quand tu meurs, souvent pour leur rendre hommage, on les envoie aux Invalides, à la place des Invalides. Aux États-Unis, on les envoie à Dover. Voilà. C'est là-bas où leurs cercueils sont recouverts du drapeau américain, que les familles viennent chercher leur corps, etc. C'est comme ça. Mais comme c'est des mercenaires, ils sont tranquilles. Mais pendant combien de temps ils vont continuer d'avoir des mercenaires? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, les mercenaires, ils se rendent compte que l'argent est doux, hein, mais quand ils voient l'intensité de la guerre en Ukraine contre la Russie, ils se rendent compte que vraiment, ce n'est pas une petite affaire et que vraiment, le risque est beaucoup plus grand. Le risque même peut faire peut-être 6 ou 7 sur 10. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'hésiter à aller combattre en Ukraine. Et maintenant, comme eux aussi, ils ont formé une coalition internationale de l'OTAN. Mais la Russie aussi reçoit des aides. Il y a des soldats, moi j'ai vu hein, des soldats coréens qui combattent auprès des troupes russes. Je ne sais pas s'il y en aura pour des Iraniens et autres, mais ça risque d'arriver. Ou des Chinois, ça risque d'arriver. Voilà. Mais c'est les Coréens du Nord, hein, bien sûr. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce conflit-là. Et puis surtout sur la prétendue percée de Kursk, en fait, qui a fait psh, ce n'est pas allé loin. C'est vrai, au départ, ils ont fait cette percée-là. Ils ont tué beaucoup de civils, ce qui est un crime de guerre, mais en fait, ça a totalement échoué. Et les troupes russes continuent de grignoter du terrain. Voilà. On a vu récemment les Biélorusses qui sont alliés de la Russie, qui ont reçu aussi des équipements qui ont une capacité nucléaire. Ils ont commencé à masser leurs troupes le long de la frontière avec l'Ukraine. Donc, si l'Ukraine tente là-bas, directement, la Biélorussie va être impliquée dans la guerre. Et puis, comme disent les Ivoiriens, allons seulement. Voilà. S'ils veulent entraîner le monde dans une guerre nucléaire, qu'ils y aillent. Mais la Russie a plus d'armes nucléaires que toute l'OTAN réunie. Hein. La Russie seule. Voilà. C'est ça. Hein? Et ils ont des armes même qui peuvent provoquer inondation totale de Londres et de toute sa région, de même une bonne moitié de l'Angleterre. La Russie a cette capacité-là. Si c'est ce qu'ils veulent, parce que forcément, ils veulent créer ce nouvel ordre mondial sous la houlette des États-Unis, hein, qui dit avoir une destinée manifeste, on va voir s'ils vont réussir. Mais je suis sûr qu'ils vont échouer. Ils ont déjà échoué même d'ailleurs.